aux portes du mystère. Les portes du mystère. Les portes du mystère s'ouvrent en Arcadie. Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Eh bien, bienvenue mes amis d'Arcadie, on est dans ce nouveau volet des portes du mystère. On aura l'occasion ce soir donc de découvrir un invité que vous avez déjà peut-être pu apprécier à travers ses chroniques, à travers son site, à travers également donc quelques interviews sur YouTube. C'est bien sûr notre ami Henri Chemin, qui est animateur, chroniqueur en Arcadie et qui est là ce soir donc pour parler de son parcours peut-être initiatique, mais de son parcours de vie aussi. Et on a également avec nous donc notre charmante voix féminine, notre fée d'Arcadie, qui est Alina de Brocéliande. Bonjour Alina, comment vas-tu? Très heureuse d'être avec toi ce soir, avec les Arcadiens et avec Henri Chemin. Content d'entendre ta jolie voix, Alina, et surtout content de te retrouver dans cette émission aussi. Alors, ça fait un petit bout de temps qu'on a pu l'occasion donc de produire ensemble une émission Porte du Mystère, et je crois qu'aujourd'hui c'est un invité de marque, un invité aussi qui est cher à ton cœur parce que tu animes une chronique avec lui, et surtout donc un invité qu'on va pouvoir découvrir à travers donc Radio Arcadie, parce qu'aujourd'hui il est là vraiment pour parler de lui, de son parcours, et un voile du mystère au niveau d'Henri Chemin va peut-être tomber ce soir. Ah, peut-être que le voile va tomber, qui sait, hein. En tout cas, Henri nous transmettra ce qu'il a envie de nous transmettre ce soir. Et on vous invite, chers amis arcadiens et arcadiennes, à poser toutes vos questions. Et pour cela, on a effectivement le chat qui est ouvert. On a aussi la ligne téléphonique. On vous donnera le numéro de téléphone tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, la boîte mail dont on a l'habitude d'utiliser si vous avez plein de questions à lui poser. Et effectivement, comme tu le dis, moi, Henri Chemin, c'est l'un de mes chouchous dans le milieu ésotérique. Je trouve que c'est un praticien juste extraordinaire et je trouve que c'est un minimum de pouvoir l'inviter sur Arcadie avec toutes les émissions et les chroniques que l'on fait ensemble. Moi, j'apprends plein de choses, et d'ailleurs, on n'oubliera pas de vous parler ce soir si on a le temps de l'émission de demain, parce que demain matin, dans les News Arcadie de 11h à midi, il y aura les mystères de l'initiation avec Henri, et voilà. Donc, bonsoir Henri. Bonsoir à tous. Et bienvenue en Arcadie. D'avoir commencé, bienvenue en Arcadie, dit Henri. En live. En live en plus, tout à fait. Complètement, c'est une première. Ouais, ça fait bizarre de t'avoir en live. Mais c'est avec plaisir. Je suis super heureuse. Alors Henri, j'avais eu l'occasion de te découvrir justement, tu sais, je recherchais plein de choses sur Internet comme beaucoup de monde, et j'ai découvert une magnifique interview de toi sur la haute magie. J'ai eu envie de te proposer une interview pour Arcadie, et tu as accepté l'invitation. D'ailleurs, c'est une interview qui est disponible sur Arcadie TV. C'est l'une des vidéos qui est le plus appréciée de notre chaîne YouTube. Je ne sais pas si tu le sais, si les Arcadiens le savent, mais c'est une vidéo YouTube vraiment qui est vraiment très sollicitée. On a fait des milliers de vues grâce à cette interview, parce que tu nous avais un petit peu expliqué l'histoire de la haute magie, de ton parcours. Mais là, ce soir, vraiment, on va décanter tout ça, et tu vas nous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé pour toi, et surtout comment tu as débuté réellement. Complètement. Ça va être un grand plaisir de, pour la première fois aussi, rencontrer les auditeurs avec leurs questions et juste de pouvoir parler un petit peu avec eux. Ça va être très agréable. Oui, parce que si vous ne le savez pas, mes chers amis arcadiens, c'est que Henri est sur le chat également. Donc, pendant la pause publicité, il pourra communiquer avec vous sans aucun problème. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur le chat, il ne faut pas hésiter. On fait comment, Mandala? Pour aller sur le chat, c'est très simple. Vous allez d'abord sur le site officiel de la radio, donc qui est www.radioarcadie.net, ou bien tout simplement même radioarcadie.net. Et puis, donc, il y a le petit onglet Contact. Au niveau de l'onglet Contact, si vous passez donc le bouton Contact, votre souris dessus, il y a un menu déroulant qui s'affiche avec donc le bouton chat également qui est dedans, donc on clique dessus et on est sous le chat. Donc il y a le chat qui est animé aussi par Alina, sur lequel vous pouvez poser vos questions, donc Henri Chemin. Il y a également la boîte mail de Radio Arcadie qui est ouverte, donc la boîte mail c'est contact@radioarcadie.net. donc si vous nous écrivez sur contact@radioarcadie.net, tous les mails que vous envoyez arriveront sur mon écran de contrôle. Il y a aussi le formulaire de contact du site internet de la radio, donc sur le bouton contact, là aussi vous allez sur arcadie.net, vous cliquez sur le bouton
contact, vous tapez votre message, vous l'envoyez, ça arrivera également donc sur notre écran de contrôle. Sinon le chat donc c'est dans le même onglet, donc le même menu déroulant que le bouton contact, et là Alina donc sera avec vous pour vous accompagner, pour vous guider et pour enregistrer vos questions. Et si vous nous écoutez donc sur notre application, c'est-à-dire sur téléphone portable, il y a aussi donc le petit bouton contact, vous envoyez votre texto, vous cliquez sur send et ça vient sur mon écran de contrôle. Donc tous les chemins mènent en Arcadie, et on a aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, ouvert donc la ligne téléphonique. Ce sera surtout pour la seconde tranche horaire de l'émission peut-être, donc si vous voulez poser des questions en Henri Chemin de vive voix, notre numéro de téléphone qu'on aura l'occasion de citer souvent en cours d'émission, c'est le +32 497 13 47 32, donc le +32 497 13 47 32. On aura l'occasion encore de vous le rappeler, et quand on diffusera donc les publicités, ce sera peut-être l'occasion pour vous donc d'essayer de nous appeler sur notre ligne téléphonique et de vous retrouver donc en live avec les animateurs et donc avec Henri Chemin aussi. Alors avant qu'on commence, Henri, et merci Mandala, je voulais faire plein de gros bisous à tous nos amis arcadiens qui étaient sur le chat. Donc on a Kate Luna, on a Patricia, on a Sorcière Sacha, on a Mireille, on a Corinne, on a J-Will et Henri Chemin bien évidemment. Donc venez nous rejoindre les amis, voilà, qu'on puisse dialoguer ensemble. Donc Henri, donc vas-y, raconte-nous tout. Alors comment tout a commencé pour toi? Alors, c'est une vaste question, comment tout a commencé. Les choses ont commencé un petit peu au fur et à mesure. J'ai eu la chance de naître dans une famille qui s'intéressait tout particulièrement à la spiritualité, à des éléments comme ça, plus branchés spiritualité, philosophique que magie. Et au fur et à mesure du temps, cet intérêt que mes parents et ma famille tout entière ne voulaient pas m'imposer, j'ai eu un grand intérêt qui s'est révélé par le plus grand des hasards à quelque chose comme 16 ans, où un ami de ma sœur lui a prêté un livre, et ce livre qui traînait sur la table de chevet, je l'ai lu, et ce livre c'était Le chemin de la véritable initiation magique de Franz Bardon. Waouh. Voilà. Ah ouais, t'as commencé avec du lourd, hein. Voilà. Ah ouais. Alors que cet ami, finalement, il n'était pas passionné de magie, etc. Il n'y avait rien de prédestiné. Mais voilà, le destin est venu jusqu'à chez moi. Et je me suis retrouvé avec ce livre. J'ai lu les premières pages, alors que j'étais vraiment pas passionné par la lecture, ni par l'école. Mais ce livre-là, quand je l'ai ouvert, je l'ai dévoré en quelques temps, très rapidement. Et finalement, sur la découverte de ce livre, j'ai commencé à faire mon chemin. Et dans ce livre, on vous parle de la baguette magique, la fameuse baguette magique. Et pour moi, la baguette magique, c'était juste un élément qui était dans les contes et compagnie. Et finalement, je me suis lancé à la recherche d'une baguette magique à Paris. Vu que je vis toujours, mais je vivais à l'époque à Paris. Et finalement, en recherchant cette baguette magique, un jour, après avoir fait toutes les librairies ésotériques de Paris et n'avoir pas trouvé ce qu'on cherchait vraiment, j'étais avec toute ma famille, on était posé un café à Montparnasse, et on s'est dit, finalement, on n'a pas trouvé, on va chercher sur Internet ou je ne sais quoi. Et là, il y a ma mère qui m'a dit, tiens, il y a un truc devant qui a l'air pas mal, etc. Je lui ai dit, ça n'a pas l'air sérieux, non. Et puis finalement, on y a été, et là, j'ai fait une grande rencontre. Et cette grande rencontre, elle m'a mené très loin, vers la franc-maçonnerie, vers d'autres ordres, vers l'étude de la magie, etc. Et j'ai commencé mon bout de chemin par cette rencontre. Et les rencontres, c'est très précieux, en tout cas pour moi. J'espère pour tout le monde, mais les rencontres, c'est très précieux. Alors, c'est juste énorme, parce que commencer ton initiation, en fin de compte, ton cheminement avec Franz Bardon, tu as dû juste halluciner. Qu'est-ce que ça t'a fait comme effet, en fin de compte, de le découvrir? Écoute, alors, en fait, je découvrais un monde pratique, et c'est peut-être pour ça que les choses ont avancé comme ça au fur et à mesure du temps, parce que encore 2 ans avant, j'avais retrouvé dans le bureau de mon père autre chose, c'est que j'avais trouvé un livre de Annie Besant. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à tout le monde, c'est L'angle de la société théosophique. Donc c'est plus philosophique, c'est plus hindou, c'est un peu compliqué, c'est spécial, voilà. C'est le livre La sagesse antique que j'ai découvert par hasard, que j'ai commencé à lire, qui m'a beaucoup intéressé,
mais qui n'étaient pas du tout pratiques. Et quand j'ai découvert Franz Bardon, j'étais en délire, hein, tout simplement. J'étais en délire de savoir que finalement, cette spiritualité, on pouvait la mettre en pratique. Et donc, je pense que voilà, la vie fait bien les choses. Dès le début, mon angle était finalement la pratique. Et quand j'ai découvert ça, c'était une ouverture de savoir que finalement, la spiritualité, le travail sur soi, etc., qui était quelque chose de normal dans mon esprit, vu l'endroit où je suis né, pouvait être mis en pratique. Et ça m'a passionné. Et c'est ce que j'ai essayé de travailler tout au fur et à mesure de ces années et qui m'a mené à vouloir mettre de la pratique au cœur de l'étude et ne pas se satisfaire simplement de la lecture, même de très bons auteurs comme Papus, Eliphas Lévy et compagnie, que j'ai lu par la suite, et qui finalement présentent quand même avant tout, même s'il y a un peu de pratique dans ce qu'ils proposent, présente avant tout une vision théorique de la magie. Et cette vision théorique de la magie, elle me gênait déjà pour le fait que chaque auteur est en désaccord avec l'autre. Et alors que la pratique, finalement, on retrouve finalement une cohésion. C'est un petit peu finalement, excusez-moi de faire une réponse longue, mais c'est la même chose finalement que quand on regarde les chamanismes, quand on regarde la magie naturelle, la sorcellerie, son vrai nom qui est maintenant vu de façon négative. Quand on s'intéresse à la sorcellerie, au chamanisme, on se rend compte que finalement tous les peuples, à travers toutes les traditions et à travers tous les temps, même sans doute jusqu'aux hommes préhistoriques, avaient une culture de la magie ancestrale qui était commune. Et voilà, et cette culture de la magie, elle était fondamentalement pratique et non théorique. Et c'est ça qui m'a intéressé dans la pratique par rapport à la théorie, c'est que pour une fois, tout le monde est d'accord. Oui, en plus, à l'époque, quand on remonte aux racines de la magie, souvent c'était enseigné de bouche en oreille plutôt que par écrit. Hein, donc il y avait d'office, à travers ce qu'on pourrait qualifier entre guillemets un petit peu de théorie, de la pratique aussi, parce que c'était souvent comme ça que c'était transmis. Et donc j'ai l'impression que c'est un petit peu de cette manière-là que tu as découvert aussi donc la pratique, plus par le bouche en oreille, par des aides ou par des personnes qui t'ont guidé que par les livres. Donc. Complètement, parce qu'en fait finalement les choses se sont fait un petit peu à l'inverse des personnes que je vois, que je rencontre, etc., qui s'intéressent à la magie, c'est que finalement j'ai touché la pratique plus vite que je n'ai touché la théorie. Finalement, c'est à la suite des rencontres que j'ai fait que je me suis intéressé au fur et à mesure à la théorie, que j'ai commencé à lire, que j'ai commencé à étudier, etc. Mais finalement, j'avais la chance, et je considère que c'est une chance, et je plains finalement les personnes qui se retrouvent esselées dans la théorie, parce qu'il y a de quoi se rendre fou face à la théorie, puisque tout le monde se contredit, que finalement j'ai vu la pratique magique, j'ai eu les preuves que ça existe aussi, parce que il faut quand même remettre en question l'existence de la magie. Voilà, peut-être que tout ça n'est qu'un fantasme, mais finalement j'ai eu la chance de voir la pratique magique, et à travers des éléments entre guillemets extraordinaire, même si au fur et à mesure du temps, c'est devenu moins intéressant que ce qui n'est pas extraordinaire, j'ai vu ces éléments extraordinaires qui m'ont montré que ça existait. Et face à cette révélation du fait qu'il existait un autre monde véritable et mystique qui n'avait rien à voir avec le monde profane que l'on vivait au quotidien et que les médias et que tout ce qui nous entoure nous dit qui est la réalité, existe, j'ai pu finalement me tourner vers les livres et je les lisais de façon complètement différente parce que j'avais déjà vu des choses. Et donc, je cherchais juste à expliquer ce que j'avais vu. Donc, c'est une chance, je pense. Encore une dernière question, puis je redonne la parole à Alina. Mais justement, dit Henri, à travers la pratique et tout ça, est-ce qu'à un moment donné, ça t'a pas permis à peut-être mieux appréhender les livres? Parce que c'est vrai qu'au départ, on a l'impression que ces livres se contredisent et tout ça, mais souvent, c'est une science occulte, donc ce sont des livres écrits aussi d'une manière qu'on pourrait qualifier aussi d'assez occulte. Et donc, parfois, le fait de mettre, je vais prendre une expression beaucoup plus terre à terre, de mettre la main à la pâte, ça permet par après de pouvoir mettre des gestes sur des mots qu'on voit dans des livres, sur des signes, quoi que ce soit, en disant, mais non, je comprends
peut-être mieux ce symbole-là. Est-ce que par après, là, ces livres, tu les as découverts d'une autre manière, ou bien tu t'as toujours dit, tiens, les livres des anciens, c'est bien, mais voilà, j'ai un autre fil conducteur, j'ai un autre fil d'Ariane dans ce labyrinthe, et ça me convient, j'évolue très bien là-dedans aussi, et peut-être même plus vite que par les écrits, qui sont quand même des écrits parfois qu'on pourrait considérer assez poussiéreux, parce qu'ils datent quand même d'il y a très longtemps. Complètement. Et puis, je veux dire, finalement, le fait d'avoir vu, avant d'avoir étudié théoriquement, ça a créé chez moi une forme de, prenez-le bien ce que je vais dire, mais une forme de crédulité qui aujourd'hui est combattue par les ésotéristes durs. Je vous parle pas, le monde du New Age accepte plus ces éléments-là, peut-être même trop, mais en tout cas dans le monde ésotérique dur, on réfute et on combat la crédulité, le fait de simplement laisser aller son imaginaire, et finalement le fait d'avoir vu les choses avant de les avoir étudiées, ça a ouvert le fait que j'étais prêt à accepter d'autres choses. Et je vous donne par exemple l'exemple de Franz Bardon, dont je parlais en premier. Non pas que c'est mon auteur favori, mais en tout cas, il est très déprécié dans le monde ésotérique parce que c'est trop simple, c'est trop basique selon certains ésotéristes et compagnie. Mais finalement, moi, ce que je voyais quand je me suis retourné à nouveau sur ces livres après avoir vu certaines choses, c'est que Franz Bardon parle tout simplement comme un vrai praticien. Et c'est ça qui m'a touché et que je continue aujourd'hui, en tout cas je le souhaite, de faire, c'est de parler simplement. On n'a pas besoin de parler de façon compliquée, on n'a pas besoin de citer 1000 auteurs pour parler de ce qu'on a vécu. Par contre, quand on n'a rien vécu, on est obligé de citer le monde entier. Et donc, finalement, ces auteurs, certains auteurs, comme Bardon ou comme d'autres, qui parlent des choses de façon très crue, qui ne font pas des ronds de jambes à travers l'Antiquité et la philosophie pour expliquer leurs propos, c'est tout simplement, pour moi, une forme de sincérité aussi. Quand on vit quelque chose, on le vit, un point c'est tout, et on n'a pas forcément toute la culture nécessaire pour pouvoir l'expliquer. On l'a juste vécu et on dit juste ce qu'on a vécu. Et c'est très précieux, surtout aujourd'hui, je pense, où finalement on vit une période particulière, où il y a eu l'époque du 20e, 19e, où il y avait une culture de l'ésotérisme très, très étendue, où Papus, Stanislas de Guetta et compagnie, Péladan, étaient là à écrire de nombreux ouvrages, où ça passait même dans les journaux officiels, et où finalement la théorie ésotérique, occulte, était là finalement presque comme une forme de bien-pensance. C'était quelque chose d'un peu coquet, évidemment, à l'époque d'en parler. Et à cette époque-là, finalement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont écrit et qui ont écrit sans en avoir vécu. Et aujourd'hui, c'est peut-être encore pire, parce qu'aujourd'hui, on a une énorme bibliothèque extrêmement accessible, pas comme à l'époque où on se bataillait pour trouver ses livres. Elle est extrêmement accessible. Et aujourd'hui, finalement, on a deux catégories, j'ai l'impression. On a la catégorie des personnes qui sont des ésotéristes très durs et qui vont chercher extrêmement loin les références, etc. Et si la Kabbale n'est pas expliquée par rabbin machin, etc., ça n'est pas véritable et compagnie. On a la même chose dans le monde de l'occultisme. Et on a une autre version finalement des personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme, qui sont des personnes finalement qui sont plus touchées par l'angle énergétique. Et finalement, toutes ces personnes se combattent l'un l'autre, etc. Alors que je pense qu'elles ont beaucoup à s'apporter l'une l'autre. La sincérité est extrêmement importante et il ne suffit pas d'étudier. Et de l'autre côté, on ne peut pas se satisfaire seulement de son vécu. On a besoin de travailler, d'étudier, etc. pour l'approfondir. Voilà. Donc je pense que finalement, si les deux mondes voulaient bien s'accepter, il y aurait beaucoup de choses à faire. Et puis moi je pense... Oui, vas-y Alinda. En fait, quand j'écoute Henri, je pense mais tout de suite à un truc, c'est hallucinant. En fait, je ressens la même chose avec Scott Cunningham. Ah ben oui, je pensais à la même chose que toi. Avec la Wicca éclectique. Voilà, et les traditionnalistes aussi.
On était sur la même longueur d'onde, là, je pensais, on a eu une transmission de pensée, j'ai pensé tout à fait, là, ça fait couler beaucoup d'encre aussi, tu vois, Henri, au niveau de la Wicca également, il y a deux courants, il y a le courant éclectique, qu'on pourrait qualifier plus de New Age, et le courant traditionnaliste, qui là, c'est à la virgule près, au rituel près, quoique dans les deux cas, il y a la pratique, bien sûr, qui accompagne ces deux mouvements-là, mais il y a aussi eu quelques guerres de clochers, donc à ce niveau-là, Ouais, quoi. du fait que justement, Scott Cunningham a voulu simplifier les choses également, comme aurait pu faire Franz Bardon, quoi, en fin de compte, à une autre époque et à une autre période. Et c'est ça que je trouve juste hallucinant, en fait. Exactement. Même je crois qu'il est Mathilde Doupiotte m'a rappelé à l'heure pour envoyer les publicités. Ça passe trop vite. Il est 22, ça passe très vite. Par contre, ce que c'est peut-être bien quand Henri pourrait partager donc sur l'antenne d'Arcadie, c'est au niveau des auditeurs qui auront envie donc de débuter dans la magie, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui touchent un petit peu à tout, où ils achètent un bouquin, où ils essaient de la pratique. S'ils ont envie de se lancer dans la pratique, je dirais plutôt, s'ils ont envie de suivre le même chemin que toi, donc apprendre plus par la pratique, qui est logique d'un côté, parce que de la magie, si on l'étudie, c'est pour la pratiquer. Qu'est-ce que tu pourrais justement conseiller comme parcours? Toi, tu as eu la chance d'avoir une heureuse rencontre dans ta vie, peut-être guidé par l'univers aussi. Derrière ces mystères-là, on ne sait jamais qui tire les ficelles, mais pour tous les auditeurs qui nous écoutent, donc après la publicité, si tu es d'accord, bien sûr, Henri, de donner un petit peu, selon toi, quel serait le bon chemin, entre guillemets, je toujours mets le bon chemin, est-ce qu'il existe vraiment un bon chemin dans tout ça, mais qu'est-ce que tu pourrais préconiser donc aux auditeurs pour commencer après la pratique justement et se détacher des livres, parce que je pense que si beaucoup vont vers les livres, c'est parce que ils n'ont pas cette chance de rencontrer, on peut dire, un mentor, un maître ou un initiateur, et donc ils sont un peu perdus, et c'est la seule référence qu'ils ont malheureusement, c'est les livres qui sont parfois bons, parfois moins bons, parfois très durs, très compliqués, très occultes à décrypter, mais ça on aura l'occasion justement d'en reparler après une petite page de publicité. Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Bienvenue aux portes du mystère. Eh bien, on poursuit quant à nous donc en live les portes du mystère avec Alina de Brosséante et Henri Chemin. Je donne donc la parole à Henri et Alina. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de questions déjà qui affluent niveau chat, et aussi, je pense que Henri a encore beaucoup de choses à partager aussi donc sur l'antenne d'Arcadie. Oui, on va continuer le parcours d'Henri, puis après coup, on diffusera les questions et puis Henri répondra. Et donc, Henri, alors, j'espère que ça va toujours bien. Super. Ouais. Content d'être là. Et nous aussi, on est très contents de t'avoir. Surtout que là, tu nous dévoiles quand même pas mal de choses. Alors, justement, moi, j'ai une question, et c'est souvent une question que je me pose quand je découvre ou rencontre un praticien expérimenté comme toi. C'est quelle a été, en fin de compte, ton expérience la plus hallucinante en matière de pratique? Il a dû peut-être t'arriver quelque chose d'extraordinaire où là, tu t'es dit, ok, je crois en la magie, mais là, ce que je viens de vivre, c'est juste waouh. C'est une question particulière. La vraie expérience la plus extraordinaire que j'ai vécue, excusez-moi, je pense que je vais la garder pour moi. D'accord. Là, la deuxième ou la troisième? Mais la deuxième, je vais vous la partager. Je vous explique déjà un peu pourquoi je veux la garder pour moi, parce que c'est peut-être un petit peu superstitieux, etc. Mais je considère que finalement, l'objectif de la magie, c'est quelque chose d'éminemment personnel, et que même dans un cadre médiatique, etc., ou même commercial encore pire, il n'est pas bon de tout dire. Mais pour partager quand même une expérience un peu ésotérique particulière que j'ai eue, une qui s'est répétée de nombreuses fois et qui m'a vraiment montré qu'il existait autre chose, je pense que c'est le milieu de l'exorcisme. Le milieu de l'exorcisme m'a montré finalement qu'il existait autre chose. J'ai pratiqué l'exorcisme pendant longtemps, et je le pratique encore aujourd'hui, même si c'est absolument pas quelque chose que j'ai envie de pratiquer. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'invite, ni je n'invite les jeunes praticiens à se lancer dedans, ni je n'appelle des personnes à venir m'appeler pour ce genre de choses. Mais l'exorcisme a le mérite finalement, a deux mérites. A le premier mérite de nous prouver l'existence d'autre chose, et a le deuxième mérite de nous faire rencontrer quelque chose de mystique, de non conventionnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec les anges ou je ne sais quoi, avec une force positive, on va travailler avec les forces négatives,
Et finalement, moi, j'ai un avis très particulier par rapport aux forces négatives. J'en parlerai après. Mais en tout cas, ces expériences que j'ai vécues dans le monde de l'exorcisme, la première que j'ai vécue, je pense que c'était... Je devais avoir 17 ans, ou 17 ou 18 ou 19 ans, quelque chose dans ces années-là, et où finalement j'ai pratiqué mon tout premier exorcisme de façon un petit peu cocasse. Et ce premier exorcisme que j'ai pratiqué, où j'avais été recommandé par quelqu'un que je ne connaissais même pas, mais qui était dans les sociétés secrètes, et il m'avait recommandé auprès d'une personne qui était possédée, soi-disant possédée, et je précise bien soi-disant possédée, parce qu'il y a beaucoup de cas psychologiques, psychiatriques, qui sont là et qui expliquent tout en dehors de l'occultisme. Cette première personne que j'ai reçue en exorcisme, finalement, a montré, comme dans les films, les signes d'une possession démoniaque. Et cette possession, même si c'est démoniaque, ça peut paraître effrayant pour certains. Cette rencontre finalement avec l'autre monde a été pour moi quelque chose de finalement tout à fait positif. Parce que à cette rencontre que j'ai vécue très jeune avec cette personne lors de l'exorcisme où j'étais absolument pas expérimenté, je débutais, j'avais bien sûr une expérience, mais je savais comment faire, mais c'était un tout début. J'ai fait cet exorcisme qui a duré peut-être 2-3 heures, je sais plus. Et finalement, au cœur de cet exorcisme, je me suis convaincu moi-même parce que je venais là dans ma posture d'exorciste et finalement, je ne savais pas vraiment si ça existait. Et quand la manifestation est venue de façon extrêmement concrète, on va dire, j'ai dû me résoudre au fait que finalement cet autre monde existait. Et donc, une première partie de moi-même a été effrayée finalement de cet élément-là, en me demandant est-ce que j'allais pouvoir maintenir le contrôle de ce que j'étais en train de faire. Et finalement, tout de suite et de façon assez étrange, j'ai rencontré finalement cette partie qui était à l'intérieur de cette personne, cette part occulte, qu'on peut appeler un djinn, un démon ou je ne sais quoi. Et bien finalement, j'ai eu la chance finalement de ne pas être trop partisan parce que finalement, quand je l'ai rencontrée, j'ai vu qu'elle était bien moins monstrueuse que ce que les films disaient. Elle était monstrueuse comme les films dans le sens de comment elle se manifestait. Le fait que le patient vienne parler des langues étranges, qui se comporte de façon bizarre, qui fasse des choses qui paraissent inhumaines et compagnie. Mais finalement, au cours de cet exorcisme, où finalement, quand je regarde, j'étais assez apaisé, et bien finalement, au cours de cet exorcisme, finalement, j'ai rencontré cet esprit qui était à l'intérieur de la personne, et je me suis rendu compte, et ça a été quelque chose qui a marqué ma vie et qui aujourd'hui marque beaucoup de mes décisions, c'est que le monde obscur n'a rien de si monstrueux qu'on le dit. Voilà, c'est une part qui s'exprime à la manière dont elle peut s'exprimer, et ça a même marqué la façon par laquelle je me comporte avec les gens normaux, non possédés, où finalement je vois que les personnes qui sont désagréables, négatives, il y a une grande culture aujourd'hui des vampires énergétiques, des pervers narcissiques et compagnie, et finalement ces gens-là n'ont pas choisi leur manière de s'exprimer. Voilà, et que ça ne reste qu'une façon de s'exprimer. Ça ne montre pas la nature véritable ni de la personne, ni de l'être quand on parle d'un esprit. Et donc, cette expérience que j'ai vécue, ce premier exorcisme, je pense que ça reste une preuve importante que j'ai eue de l'existence de l'autre monde. Et, mais finalement, ça a aussi marqué énormément ma vie dans le sens où ça m'a mené à ne pas vouloir condamner ni le monde obscur, ni les personnes obscures. Et voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est le cœur de ce que j'essaye de faire, d'amener le magicien à ne pas avoir peur. C'est la peur qui crée l'aspect démoniaque et monstrueux de toute chose. Et d'ailleurs, on peut le voir par rapport au sens même de la sorcellerie. La sorcellerie, elle a été crainte et monstruosisée. Excusez-moi ce mot qui n'existe pas. Elle a été rendue monstrueuse
parce qu'on craignait, on ne comprenait pas. Hein. Et si on se retourne juste vers la science, ça paraît, certaines données qui aujourd'hui nous paraissent totalement normales, comme le fait que la Terre soit ronde, paraissaient monstrueuses à une autre époque. Et c'était quelque chose qui allait contre Dieu à l'époque. Et finalement, quand on comprend, il n'y a plus de crainte. Et la peur crée énormément de dommages. Je suis super émue, Henri. Parce que là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est exactement ce que je ressens. Je pense que la peur nous tenaille et suscite chez certaines personnes qui peuvent être fragiles ou sensibles d'avoir cette crainte de la sorcellerie. Et tu l'expliques, mais divinement bien. Et puis en plus, ce que j'aime chez toi, c'est cette bienveillance, en fait. Le fait qu'il y a des gens qui aient cette sensibilité par rapport à tout ça, c'est pas des fous, c'est pas des monstres, c'est juste qu'ils ont une sensibilité et puis une expérience, un traumatisme de l'enfance aussi, qui peuvent les amener à penser que eux-mêmes ce sont des monstres ou eux-mêmes attirent les monstres ou attirent les démons, les choses comme ça. Et je trouve ça vraiment bien, la façon dont tu tournes les choses dans ta pratique et surtout la façon dont tu expliques à tes élèves aussi, parce que tu as une école de magie, on en parlera pendant l'émission. Et voilà, je trouve ça génial qu'un praticien puisse mettre tout ça de façon zen sur la table en expliquant que, attention, la sorcellerie, c'est pas ce qu'on a tendance à nous montrer, quoi. Et puis, il faut savoir quand même qu'en magie, rien n'est vraiment tout noir, tout blanc, et il faut surtout pas projeter ses propres peurs, ses propres angoisses, son propre vécu ou même son petit côté terrifiant au niveau de la magie, parce que on sème toujours, on récolte toujours ce que l'on sème, mais si on sème des peurs dans un rituel ou dans des croyances, archétypes ou peu importe, eh bien on sème des mauvaises choses aussi. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que rien n'est tout mal et horrible comme on a voulu le faire passer, et rien de tout blanc non plus. La magie, on peut dire, c'est souvent entre blanc et noir, c'est du gris, et ce qui rend la chose plus sombre, ce sont nos propres craintes, notre propre peur qu'on va extraposer en énergie négative dans un rituel. C'est vrai qu'un exorcisme, c'est quand même assez violent, dit Henri, dans les exorcismes que tu as eu l'occasion de pratiquer. C'est aussi violent qu'on peut le voir dans les vidéos où la personne se tord en quatre, parle parfois des langues étrangères ou crache, ou bien c'est parfois beaucoup plus doux et beaucoup plus, je sais pas moi, je trouve pas vraiment les termes à dire. C'est parfois peut-être moins scénarisé ou quoi que ce soit, parce que j'ai vu des vidéos où on se dit on a pitié de la dame, est-ce que c'est un exorcisme, c'est une démence, on sait pas trop de quoi elle souffre, mais il y a parfois des images qui circulent sur internet qui sont dures à comprendre. Moi j'ai jamais pratiqué de ma vie un exorcisme, donc je sais pas dans quoi on peut mettre les pieds à ce niveau-là, mais justement ça m'intrigue un petit peu au niveau de ton expérience, Henri. Qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme sans donner des noms, des situations, quoi que ce soit, mais est-ce qu'on arrive un petit peu à des résultats comme on voit dans les vidéos, ou bien les vidéos c'est souvent un petit peu exagéré, je sais pas. Non, c'est pas du tout. Pour moi, ça n'est absolument pas exagéré. Voilà. Donc il y a vraiment des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, c'est ce que j'ai vu au quotidien. D'accord. Il y a vraiment des gens qui souffrent à ce point-là, je veux dire. Et au niveau d'un exorcisme, donc on va dire que c'est quelqu'un qui est possédé. Il n'y a pas des méthodes plus douces que l'exorcisme, qui est quand même d'abord des notations judéo-chrétiennes. Souvent il y a des prières, il y a des crucifix. J'ai déjà vu dans certains cas aussi. Enfin, on applique toujours la religion, et puis je trouve que la relation entre l'exorciseur et l'exorcisé est parfois c'est très conflictuel. On dirait une sorte de bras de fer. Ça ressemble un petit peu à ça. Complètement. C'est le cœur du sujet. Si on se tourne vers l'exorcisme, c'est complètement. Je suis désolé de voir comme les exorcistes constituent l'exorcisme comme un combat, un bras de fer, comme tu disais. Entre l'esprit et l'exorciste, et au milieu le patient dont finalement on ne fait pas cas. Et tu disais à juste titre que finalement on liait ça aux religions. Et moi, voilà, je suis né catholique. Voilà, j'étais pas spécialement catholique, mais voilà, je suis né dans une famille qui était baptisée catholique. Voilà, et après j'ai fait une rencontre. Je suis devenu orthodoxe. Je me suis impliqué un peu plus dans l'orthodoxie, donc une forme de christianisme. Et après ça, j'ai étudié la Kabbale, et donc je me suis tourné vers le judaïsme, que j'ai étudié profondément. Et après ça, j'ai fait des rencontres qui m'ont mené à étudier l'islam dans ses différentes sortes. Voilà, que ce soit le sunnisme, le soufisme ou le chiisme. Et finalement, moi, aujourd'hui, je me retrouve dans une position un petit peu dérangeante, si on veut expliquer les choses de façon très claire. C'est que je ne sais absolument pas dans quelle religion je me place.
Voilà, je ne comprends pas la contradiction qu'on fait entre les religions, et donc j'aurais extrêmement de mal à me dire que je suis telle chose ou telle chose. Voilà. En tout cas, ma croyance en l'élément divin, oui, elle est là. Après, dire que je suis telle religion ou telle religion, je ne sais pas le faire. De toute façon, comment on dit une phrase très célèbre, tous les chemins mènent à la montagne. Complètement. Et ce serait déjà bien de monter la montagne plutôt que de se prendre la tête en bas. Après, dans ma vision aussi, le dogmatisme des religions ont beaucoup empêché la sorcellerie d'être vue comme quelque chose de bénéfique. Après, ça, c'est ma vision. Moi, plus j'évolue dans mon parcours, plus je me rends compte de ça. Complètement. Effectivement, le fait de lutter contre faire une lutte des religions, etc., et être anti-religion, etc. Voilà, je pense qu'on est exactement dans le même problème que la personne qui est en adoration d'une religion, qui ne jure que par ça et qui dit que tous les autres sont dans l'erreur. Voilà. Peut-être la voie du milieu est intéressante et que les gens ne veulent pas assez la regarder, mais la voie du milieu entre ne pas détester sa religion et ne pas juger les autres par rapport au fait qu'ils sont dans une autre religion est intéressante aussi, et elle nous mène peut-être à plus de compréhension. Je vous donne juste un simple exemple qui n'est absolument pas usité au quotidien. C'est juste par rapport à l'islam, c'est un exemple, mais par rapport à l'islam, normalement elle reconnaît les deux autres religions, et on dit aux vrais musulmans d'étudier les autres religions avant de devenir musulman. Voilà. Et le chrétien, normalement aussi, est censé connaître le judaïsme. Quel chrétien connaît vraiment le judaïsme? Quel musulman connaît vraiment le judaïsme et le christianisme? Très peu, voilà. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a beaucoup de sagesse à apprendre de tous les livres. De toute façon, ils ont tous un livre en commun, c'est l'Ancien Testament. Qu'on soit dans le judaïsme, chez les chrétiens ou même les musulmans, l'Ancien Testament est le même pour tout le monde. C'est que par après, donc au niveau de la vision du prophète, que là les catholiques ils vont dire ils vont Jésus. Je crois que dans le judaïsme c'est Élie, si je me trompe pas, et chez les musulmans donc Mohamed. Donc c'est ça qui fait un petit peu de divergence, mais en même temps, je pense que la sagesse dans une religion, si on veut garder le message primordial, je sais pas si c'était du même avis que moi, Henri, mais c'est justement, il y a ce côté tolérance, mais en disant que chaque pièce est un puzzle, chaque religion est une autre manière de voir la chose sur un angle différent, mais qui mène au même résultat, qu'est l'amour universel, l'amour d'abord du prochain, l'amour de soi, et donc il y a rien de plus ridicule que faire des guerres de religion, et moi je dis ce qui se passe, la sorcellerie qui a été diabolisée, c'est aussi une guerre de religion, parce que la sorcellerie, il y a tout un culte, il y a toutes des croyances, il y a des sorciers qui vénèrent un dieu, une déesse, des entités, peu importe. Et donc, ce qui s'est passé au niveau de l'Inquisition, pour moi, c'est une guerre de religion, au même titre qu'on en a eu au cours de l'histoire de l'humanité, ce qui est bien dommage, parce que la connaissance être comme un puzzle être éparpillé donc, dans tous les domaines. Je profite de reprendre la parole, parce que c'est en même temps l'heure des publicités, donc comme j'ai le micro, pour pas dire le crachoir, je vais lancer donc les publicités, donc, et on se retrouve d'ici quelques instants. Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Henri, je vois que tu es revenu, je vais te redonner la parole. Oui, je suis pas tôt. Attention, parce que maintenant les auditeurs vont pouvoir se déchaîner. Il est 22h. Parce que moi j'ai des questions. Ah, mais toi aussi, tu peux te déchaîner, Alina. Tu fais partie de ceux qui ont le droit de poser des questions aussi. Donc vas-y, Alina, je te laisse poser des questions. Juste avant que tu te déconnectes, Henri, j'avais une question en fait. Est-ce que tu as eu un mentor pendant ton cheminement qui a pu justement te permettre de développer des capacités et en fin de compte d'avancer et d'évoluer dans ton cheminement? C'est une question compliquée. Un mentor, j'en parle très régulièrement. J'ai eu de nombreuses rencontres qui ont été importantes pour moi dans mon cheminement initiatique, dans ma vie, etc. Après, un mentor, plus qu'un autre, bien sûr, il y en a eu un au tout début, très proche de moi, que j'ai suivi quelques années, assidûment, et peut-être ce qui m'a réconcilié avec la notion de maître-disciple, qui est très conflictuelle aujourd'hui. Mais finalement, au fur et à mesure du temps, ça n'est plus devenu une relation de maître à disciple. C'est devenu plus une relation de quelqu'un d'inspirant. Voilà, de quelqu'un d'inspirant qui m'a inspiré dans mes choix et compagnie. Mais finalement, au fur et à mesure du temps, les rencontres que j'ai eues, je les considère pas comme des mentors,
je les considère plus comme des guides, des personnes, des aiguilleurs. Comme par exemple, je pense la personne qui a été une des personnes, c'est pas la personne la plus importante, mais une des personnes les plus importantes qu'il y a eu dans mon parcours initiatique, n'est absolument pas un mentor, n'est pas forcément quelqu'un qui est la représentation de la sagesse même et compagnie, etc. Mais cette personne-là m'a ouvert des voies. Peut-être même, on pourrait considérer que cette personne a été d'une certaine façon malhonnête avec moi, mais même avec cette attitude-là, je reconnais encore aujourd'hui sans hésitation que cette personne m'a ouvert des voies extrêmement importantes et qui étaient fondamentales. Voilà. Et donc, moi aujourd'hui, je suis plus sur la considération non pas de mentor, mais de personnes, d'être à l'écoute des personnes qui sont autour de nous, parce que ça peut être la personne la plus malveillante que vous voulez qui soit autour de vous, peut-être que cette personne a quelque chose de très important à vous faire comprendre. Et au fur et à mesure que j'ai appuyé sur le fait d'écouter les personnes qui étaient autour de moi et ce qu'ils disaient entre les mots, ce qui peut-être ne venait pas de leur personnalité, mais venait de quelque chose de supérieur à l'intérieur d'eux, disait, au fur et à mesure que les choses se sont clarifiées. J'ai compris beaucoup plus de choses grâce à eux. C'est merveilleux comme réponse, Henri. Alors justement, on va passer aux questions des auditeurs, parce qu'on en a, mais vraiment énormément. Tant mieux. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat ou par mail ou alors par téléphone, puisque Mandala a ouvert la ligne téléphonique. Donc je vais juste vous reciter le téléphone si jamais vous voulez appeler pendant la pause publicité. Donc c'est plus 32 497 13 47 32. Voilà, donc on vous invite à nous appeler si vous voulez discuter en direct avec Henri Chemin. Alors, la première question qu'un auditeur te pose, Henri, donc c'est une question de Sorcière Sacha. Est-ce que dans la haute magie, on est obligé d'utiliser des objets? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as un parcours quand même assez fort au niveau de la haute magie. Et donc, justement, par rapport à ton retour, à ton parcours, est-ce que tu penses qu'il faut utiliser des objets? Je pense que oui, mais tu vas nous répondre. Alors, je pense que finalement, au début, on n'utilise pas d'objets et on pratique une magie. Je parle vraiment des tout débuts du cheminement initiatique. On utilise une magie naturelle qui se fait, non pas magie naturelle au sens de sorcellerie, mais une magie qui vient de façon toute naturelle, qui s'exprime sans outils, sans rituels, sans éléments associés à l'astrologie du moment et compagnie, totalement pure qui s'utilise, qui a ses limites parce qu'il manque de la connaissance, bien sûr. Et après, avec la connaissance, finalement, on va être amené à utiliser des outils, à les constituer, etc. Des outils, et j'entends bien par rapport à ces outils, des outils constitués par soi-même. Donc, il s'agit de, par exemple, une baguette magique, d'un calice, d'un miroir magique, de peu importe quel objet c'est, selon la tradition dans laquelle on est né, finalement. Mais en tous les cas, pas un magnifique objet acheté dans le commerce, parce que ça, je pense que c'est extrêmement limité. En tout cas, c'est pas la valeur commerciale qui fait la qualité de l'objet magique. On est amené à utiliser des objets, on est amené à utiliser le rituel et la rigueur du rituel, la magie cérémonielle et les gestes associés à cet élément-là. Et je pense personnellement à ce jour que c'est vraiment fondamentalement obligatoire de passer par cette phase d'étude et de pratique assidue. Voilà, puisque j'entends souvent les élèves qui viennent étudier à l'école de Mystère International, bien souvent ils viennent et puis ils disent moi je suis plus branché dans une magie pure et directe et compagnie, etc. Ils sont à leur début de cheminement et ils disent j'ai pas besoin d'objets, j'ai pas besoin de rituels, j'ai pas besoin de gestuels, j'ai pas besoin d'études. Bien sûr qu'on peut pratiquer comme ça, mais les vertus que l'on va acquérir grâce à l'étude, à la pratique et à la rigueur sont vraiment innombrables. Et donc on a, je pense, vraiment besoin de passer par ce moment d'étude et de pratique dans la rigueur. Et après, oui, on peut se débarrasser de certaines choses, on peut se débarrasser de l'objet et compagnie, mais seulement après. Voilà, je pense personnellement, encore c'est vraiment qu'une vision personnelle, que se débarrasser dès le début totalement de tout cérémonial n'est pas forcément une bonne chose parce qu'on est passé à côté d'une certaine étude.
Et si on considère finalement la première des magies, la magie la plus basse, la magie qui est utilisée par le monde entier depuis des décennies, des millénaires même, la sorcellerie, le chamanisme, appelez-le comme vous voulez, ils utilisent des rites, des codes extrêmement compliqués. Et tout simplement parce que finalement, à travers la pratique du rituel, donc du code, de la rigueur, finalement, on développe quelque chose à l'intérieur de nous. Un jour, on pourra s'en débarrasser, peut-être pas tout de suite. Et comme simple exemple, je donne souvent en exemple par rapport au fait de l'usage ou non des objets, qui est une question récurrente, c'est que dans un pur rituel de haute magie, donc considérons un vrai rituel de haute magie, donc qui dure entre minimum 1 heure à 3 heures, voilà. Donc il ne s'agit pas d'un petit rituel de 15 minutes sur sa table sans préparation. Donc un rituel de 3 heures, on est censé faire peut-être des quadruples actes en même temps. Donc je m'explique. Par exemple, quand on va pointer une baguette magique, peu importe, face à un miroir, par exemple, on va devoir faire usage de la vibration kabbalistique, on va devoir faire usage de la visualisation, on va devoir faire usage de la respiration, on va devoir faire usage de mudra, on va devoir faire usage d'incantations intérieures, etc. On va devoir faire usage d'un certain nombre de processus intérieurs simultanément qui sont extrêmement complexes et que finalement l'objet vient remplacer. Voilà, c'est-à-dire que l'objet qu'on a préparé au préalable va venir remplacer certains processus intérieurs. Et si on veut tout faire d'un coup, tout seul, c'est extrêmement difficile. Donc pour moi, il faut passer par l'objet magique, mais il est vrai que après, on peut se débarrasser de l'objet. Et on parlait tout à l'heure des exemples un petit peu mystiques que j'ai vécus. Par exemple, il y a une personne qui était un sorcier que je n'ai pas connu directement, mais que quelqu'un que je connaissais bien, quelqu'un de ma famille même, m'a raconté, c'est que ce magicien-là, qui connaissait mon ami, a amené pour preuve à des jeunes personnes intéressées par la magie qu'il les a menés à la fenêtre et il leur a demandé, il y avait en face un immeuble avec des pigeons au sommet, posés sur le sommet, et il leur a demandé à quel étage, donne-moi 3 étages et 3 fenêtres précises où tu veux que les pigeons se posent. Et il les a fait se poser simultanément. Il lui avait dit 3e étage complètement à gauche, 4e étage, etc. Il les a fait s'y poser simultanément tous sur les étages qu'il avait décidés. Donc voilà, bien sûr, il n'a pas utilisé d'outils à ce stade-là, mais c'était sans doute un très grand praticien. Donc il faut prendre le temps d'utiliser les objets et d'apprendre à les utiliser. Oui, que ce soit dans la haute magie ou même dans d'autres pratiques. Complètement. Tout à fait. Et je pense que les objets aussi, ça aide, en tout cas quand on débute, à bien canaliser les énergies, même si par après, on est beaucoup plus autonome ou quoi que ce soit. C'est un petit peu comme quand on apprend à rouler en vélo. Hein. Au début, on met des petites roues à l'arrière pour pas tomber. Et puis, une fois qu'on a l'habitude de faire du vélo, on tient sur 2 roues en équilibre. Et donc, on peut se passer donc des petites roues qui sont un petit peu comme des béquilles. Mais les objets, c'est vrai qu'ils ont le côté rituel, ils ont le côté symbolique et initiatique aussi. Et permettent de canaliser l'énergie. Et un objet le plus connu, Henri en a parlé au début de l'émission d'ailleurs, c'est la baguette magique qui a été ton premier objet, je pense, si je me trompe pas, Henri. Complètement. C'est un des objets les plus fondamentaux de la magie qui a été médiatisé, on va dire, de façon rigolote dans le monde de l'ésotérisme, vu de façon médiatique. Mais il faut pas oublier que la baguette magique, en fait, elle vient de quelque chose de beaucoup plus ancien qu'on a tous vu dans toutes les traditions. C'est simplement le bâton. Tout à fait. Voilà. Oui, le bâton de Moïse, le fameux bâton de Moïse, qui est déjà un bâton magique aussi. Voilà. Si on regarde la Bible. Complètement. Et c'est pour ça que il faut faire attention encore à la course aux beaux objets. Voilà, c'est pas la peine qu'il y ait une améthyste, qu'il y ait un fil de cuivre qui court au milieu, qu'il ait été torsadé, qu'il soit en bois de machin ou en bois de scie, etc. Avant tout, le symbole de la baguette magique, ça reste un vulgaire bâton que le magicien va savoir utiliser de la bonne manière. Donc il ne faut pas non plus donner trop d'importance à cet objet. Et alors, encore un objet peut-être qui pourrait être important pour certains praticiens aussi, c'est le chaudron pour ceux qui sont impliqués dans la magie des potions, parce que y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui sont surtout passionnés par le côté potion, mélange, tout ça. On peut bien sûr utiliser une casserole si on le veut, mais il y a toujours ce chaudron traditionnel qui symbolise l'utérus cosmique aussi. Et donc, tout dépend un petit peu des types de magie, mais je crois qu'il y a des objets
très approprié à un type de magie. Je vois le chaudron pour la magie des potions, la baguette pour de la magie plutôt évocatoire et pour diriger des énergies. Il y a des objets particuliers qui sont plus propres à un type de magie qu'à un autre. La magie du miroir, par exemple, on ne peut pas se passer du miroir, non ? Ah bah finalement presque aussi, on pourrait presque dire que oui. Je suis justement en train d'écrire il a été achevé il y a pas longtemps, un livre sur la pratique et l'usage du miroir magique. La plupart finalement des objets ont été dévoyés. Par exemple, on parlait de la baguette où c'était simplement un bâton au départ. Le miroir magique ou la boule de cristal, la fameuse boule de cristal, était en fait simplement une carafe ou un verre d'eau rempli dans la tradition, dans l'usage. Ou encore j'ai un autre exemple qui m'échappe à l'instant, mais que je reprendrai quand il me reviendra. Mais voilà, la plupart des objets magiques ont été un petit peu dévoyés de leur premier sens, et on est allé chercher des choses un peu plus sympathiques, un peu plus extraordinaires, comme par exemple, tu parlais du chaudron, ça me revient maintenant, le chaudron, représentation de la matrice féminine, donc de la capacité de création, d'incorporation à l'intérieur du monde de la matière. Finalement, c'était simplement un gobelet, un calice, voilà. Ça me fait penser un petit peu à quand on imagine le Saint Graal, le fameux Saint Graal, le verre dans lequel Jésus a célébré la scène. Là, il y a beaucoup de gens qui recherchent quelque chose de magnifique avec des pierres précieuses et compagnie. Ça se trouve, c'était un gobelet en bois. Un réceptacle, un réceptacle ou en tout cas ce qui va recevoir quelque chose donc de sacré. Alina, je sais pas où tu en es au niveau des questions, au niveau chat. Je redonne un petit peu le micro à Alina, au moins qu'Alina aura encore des questions à te poser. Oui, on en a encore plein. Vas-y alors, on va continuer à prendre des questions des auditeurs. En tout cas, vous êtes combien sur le chat? C'est pas trop indiscret. Écoute, on est pas mal, hein. On est une bonne dizaine. Ah, mais c'est on bien. est même plus d'une dizaine. On a donc Chris Bréa, on a Freya, on a Corinne, on a Jean-Yves, on a Ketluna, on a Camille, on a Mike Rib, on a Mireille, on a Muriel, on a Milenia, on a notre Patricia Chérie, on a Sophienne, on a Sacha Sorcière, et puis on a même Rémi Horst qui est passé faire un coucou. Ah d'accord, moi je reçois 2-3 petits messages d'auditeurs sur la boîte mail aussi pour dire qu'ils nous écoutent donc sur leur télévision, donc leur Smart TV, et que malheureusement donc ils n'ont pas accès au chat. Mais non, il n'y a pas encore une version pour télévision, mais ils peuvent nous écrire, ils nous envoient un mail via le site, mais ils peuvent nous écrire aussi donc oui, via le chat ou via l'application pour téléphone portable. Mais c'est vrai que sur les télévisions il n'y a pas de chat encore, donc je réponds à 2-3 questions que j'ai reçues aussi, parce que ils demandent comment est-ce qu'on accède au chat par une Smart TV. Ben je ne pense que c'est possible ni sur les radios digitales, quoi que ce soit, donc c'est plus radio, donc le chat c'est uniquement si vous allez sur internet et que vous vous connectez donc sur notre site officiel. Alina rappelle un petit peu aussi donc le numéro de téléphone si des auditeurs veulent te parler donc de vive voix en Henri Chemin. Je sais qu'ils sont très timides, ils n'aiment pas trop le téléphone, mais dites-vous bien que on est entre nous, et puis la communication téléphonique c'est une communication régionale, donc peu importe de quel pays vous appelez, ça vous coûtera pas plus cher que votre abonnement de téléphone. Donc vous n'hésitez pas donc à nous appeler. Alina rappelle le numéro, et puis on va continuer à prendre la température donc des questions qui sont partagées donc sur le chat, parce qu'on donne privilège au chat. Ce sont les VIP d'Arcadie. Donc si vous voulez nous rejoindre sur le chat, vous avez ce privilège là aussi donc d'être en direct live avec les intervenants donc de la radio. On fait de la pub pour notre chat parce qu'on essaie de le lancer. C'est tout nouveau et on essaie d'habituer les auditeurs, parce que on nous écoute dans les 4 coins du monde, mais c'est souvent sur d'autres moyens que le site d'internet. Donc on essaie de rapatrier beaucoup d'auditeurs au niveau du chat aussi. On va petit à petit donc le remplir, ce chat, hein, Lina? Oui, puis à chaque live, les chats sont toujours un petit peu différents, suivant les auditeurs qui y sont. Donc c'est bien, ça change un petit peu, ça varie. C'est convivial en plus. Oui, c'est toujours convivial. Donc il faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc pour nous rejoindre par téléphone, c'est plus 32 497 13 47 32. Et tout à l'heure sur le chat, j'ai même partagé le fichier PDF de Franz Bardon. Donc si jamais vous avez envie de découvrir ce fameux livre qu'a cité Henri en tout début d'émission, qui a été quand même la clé de son cheminement, eh bien venez nous retrouver sur le chat, et puis retrouver ce petit lien, parce que c'est un cadeau que je fais pour nos amis arcadiens qui sont sur le chat et que j'aime très fort et que j'embrasse très fort également. Replay. Ça s'est passé sur Radio Arcadie.
Radio Arcadie. www.radioarcadie.net. Voilà, on poursuit donc les portes du mystère en live. Et Alina, vas-y, c'est le moment peut-être donc de commencer à partager les questions des auditeurs sur l'antenne d'Arcadie. Alors, il y a une question de Stella, à qui je fais plein de gros bisous. D'ailleurs, idem pour Sacha et pour tous les auditeurs qui sont sur le chat. Parce qu'il y a du monde, hein, Henri, je peux te dire, on a du monde ce soir, donc c'est merveilleux. Donc, Stella pose la question à Henri et dit ceci: Henri, y a-t-il un rituel pour protéger sa famille et moi-même de certaines personnes qui sont malsaines? Alors, c'est une grande question qui se rapporte finalement au rapport de la magie avec la protection. C'est un thème qui revient extrêmement souvent dans le milieu de la magie. Comment bien se protéger, c'est tout relatif. Voilà, je pense que c'est extrêmement compliqué. Les rituels tout faits, etc., pour se protéger, finalement, c'est tout à fait limité. Il faut d'abord vraiment considérer quel genre d'attaque, entre guillemets, il y a à notre encontre. Là, je pense que 90% des attaques peuvent se gérer par le simple alignement. C'est-à-dire le fait que soi-même, on arrive à aligner suffisamment son propre être pour que les ondes négatives qui puissent venir volontairement ou involontairement, comme on parle de l'œil, par exemple, qui nous est jeté. C'est pas forcément quelque chose de volontaire, ça peut être des amis ou même de la famille qui nous aime énormément, mais qui a simplement à l'intérieur de son cœur une toute petite pointe de jalousie qui vient un instant. Eh bien, ces éléments-là peuvent être traités tout simplement par l'alignement. Ça veut dire que notre propre travail, le fait que l'on pratique régulièrement la magie, la méditation ou une forme de prière ou quoi que ce soit, va nous protéger. Et c'est bien pour ça peut-être que les religions nous invitent simplement à prier et ne pas pratiquer la magie. Voilà, parce que effectivement, ça traite la grande majorité des problèmes de simplement avoir une pratique intérieure spirituelle qui nous fasse la connexion avec l'élément supérieur. Cette simple pratique va permettre finalement que l'énergie supérieure puisse rentrer à l'intérieur de nous et puisse chasser en même temps les énergies négatives. Après, pour répondre plus concrètement à la question de l'auditeur, il faut vraiment identifier, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose contre nous? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui nous a jeté l'œil? Est-ce que c'est juste des mauvaises pensées? Parce qu'on ne considère pas aussi suffisamment l'effet simple de mauvaises pensées, sans aucune animosité concrète. Quelqu'un ne passera jamais à l'acte de faire quelque chose. Eh bien, ces éléments-là, ils peuvent être évacués donc, par une pratique régulière, mais s'il y a quelque chose de plus avéré que ça, eh bien, il va falloir travailler des éléments particuliers. Un élément qui est suffisamment simple pour que je puisse l'expliquer comme ça en direct sur la radio, c'est tout simplement le rite du totem. Ça veut dire le fait de faire un petit totem de nous-mêmes. Donc ça peut être un petit sachet qu'on va remplir avec un cheveu, notre nom, prénom, date de naissance sur un bout de papier qu'on va mettre dedans, qu'on va garder plusieurs jours sous notre lit pour bien l'imprégner de notre propre être. Et ce petit sachet, ce qu'on va faire tout simplement, c'est aller en forêt et aller l'enterrer au pied d'un arbre. Voilà, c'est un rituel ancestral qui est pratiqué dans le monde entier de façon différente, avec une thématique et une explication différente, mais on retrouve toujours, c'est un totem. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va le placer au pied d'un arbre et finalement l'arbre va drainer à notre place les énergies négatives qui vont tomber sur nous. Donc c'est important de le mettre sur un grand arbre au milieu de la forêt, un endroit où ça ne va pas être déterré. Et ce simple élément va être extrêmement efficace pour traiter la grande majorité des problèmes de protection, envoûtement, etc. Après, pour des éléments plus précis, plus pointus, pour certains cas compliqués, là je ne peux pas l'expliquer sur la radio, ce serait trop long déjà. Et donc je vous invite à prendre contact avec moi ou avec la radio pour qu'on puisse aller plus loin. Enfin, j'ai une réponse. Dans le même esprit, Stella avait une suite de questions. Est-ce que tu as un rituel que tu peux partager, par exemple, ce soir, ou un souvenir de rituel pour réapprendre ou alors reprendre confiance en soi? Alors là, écoute, pour la confiance en soi, je pense qu'un des éléments les plus intéressants, qui va même surpasser le fait de la confiance en soi, c'est peut-être toute la pratique de la magie du miroir. Voilà. Donc c'est une émission qu'on a fait avec Alina sur les mystères de l'initiation qui va bientôt sortir en replay, et où on explique la pratique que l'on peut faire avec un miroir, tout simplement chez soi.
et où ça va nous permettre de véritablement faire un gros travail sur notre propre perception de nous-mêmes et donc l'augmentation de notre corps énergétique. Et effectivement, par rapport à la question précédente aussi, voilà, le fait de faire une pratique régulière va gonfler, densifier notre corps énergétique, ce qui va permettre de nous protéger de la plupart des attaques extérieures. Et donc, bien sûr, va avoir un effet sur la confiance en soi. Donc, j'invite l'auditeur qui a posé cette question à se tourner vers l'émission, vers le replay qui va bientôt arriver, qui explique une pratique à travers le miroir magique. Voilà. D'ailleurs, c'est une magnifique émission. J'ai appris énormément de choses. Et c'est vraiment ça que j'aime chez toi, Henri, parce que tu dédramatises au niveau de la pratique, mais totalement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de pratiquer la magie du miroir noir, enfin, la magie du miroir au sens large. Et dans cette émission, vraiment, on dédramatise à fond, quoi. C'est énorme. Donc, vraiment... l'émission va bientôt être diffusée sur Arcadie TV, donc ne ratez pas cette vidéo podcast. Sinon, alors, question de Sofiane. Alors, il te pose comme question, comment se protéger avec la haute magie ? Y a-t-il pas des dangers ? Alors, se protéger de la haute magie elle-même, je pense que ça n'est tout simplement pas nécessaire. On parle souvent du fait du danger de pratiquer la magie et compagnie. Moi, finalement, quand on regarde le sens profond de la magie, ça en devient presque absurde de vouloir se protéger de la magie, parce que tout simplement, la magie, déjà, vous la pratiquez, que vous le vouliez ou non. Voilà, tout naturellement, l'être pratique une magie au moins énergétique, tout naturellement et perpétuellement. Et je vais même aller plus loin, au risque de continuer encore un peu dans cette émission, d'en choquer certains, c'est que finalement, on pratique tous aussi une forme de magie noire. Voilà. Donc le fait d'avoir peur de la magie noire ou de la magie blanche, et je vais m'expliquer, c'est encore finalement quelque chose de quelque part absurde. Et c'est assez bien expliqué dans le monde oriental, où finalement on dit que l'œil, le fait de mal regarder quelqu'un, ça peut être un éclair de seconde, où on va, même si on apprécie énormément la personne, on est plein de bonté et compagnie, on peut mal le regarder parce qu'il y a un moment où il y a une jalousie à l'intérieur de nous qui dit « j'aimerais bien voir ce qu'il a ». Voilà. Et bien finalement, là, on a pratiqué la magie noire. Parce que finalement, on lui a envoyé une énergie négative. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça de se dire je pratique la magie blanche ou je pratique la magie noire, etc. Les choses ne sont pas aussi claires et basiques, entre guillemets, dans le monde spirituel. On pratique tous de mauvaises choses, etc. Finalement, ce qui est grave, c'est de continuer, de travailler, de s'enfoncer dans le fait de haïr le monde qui nous entoure. Mais il ne s'agit pas finalement de craindre et d'avoir en horreur cet élément-là, parce qu'on l'a tous à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a tous quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie énormément, notre compagnon, notre famille, etc., à qui on fait du mal sans le vouloir. Voilà. Donc, en fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est est-ce que finalement on arrive à avoir conscience de nous-mêmes. Et plus on va avoir conscience de nous-mêmes, plus on va avoir conscience de nos actes, de nos paroles, de notre propre énergie, plus on va pouvoir se maîtriser et empêcher finalement, voire transformer, c'est encore mieux, les énergies négatives qu'on peut sécréter vers le monde extérieur. Je me suis un peu éloigné de la question, je ne me rappelle plus. Est-ce que tu peux me rappeler ? Alina. En fait, il te demandait en fait si on pouvait se protéger de la haute magie. Voilà. Et donc du coup, finalement, quand on va pratiquer une forme de magie, j'ai envie de dire toute naturelle, qui vient du cœur, il n'y aura pas besoin de s'en protéger, parce qu'on ne va sécréter on ne va envoyer vers notre monde extérieur et vers même les mondes supérieurs que des énergies positives. Donc au pire, même le fameux triple choc en retour, quadruple choc en retour, sextuple choc en retour, il n'y a pas à le craindre. Moi, personnellement, je n'ai pas peur d'avoir un choc en retour, puisque j'en vois que des bonnes choses. Donc, si j'ai un choc en retour, tant mieux, je vais recevoir plein de bonnes choses. Donc, il suffit simplement de se comporter, pour moi, comme dans la vie de tous les jours. Si vous allez dans la rue face à un grand costaud l'insulter, il va vous cogner. C'est la même chose dans le monde spirituel et magique. Je vous invite, moi personnellement, juste par pragmatisme, même pas de façon partisante, à faire le bien, juste pour pas qu'il y ait de mauvaises énergies qui reviennent sur vous. Et juste sur ce simple principe, finalement, vous n'allez attirer que de bonnes énergies. Et donc, il n'y aura pas de problème.
Et tu as totalement raison de spécifier qu'effectivement, il faut travailler sur les émotions parce que envier les autres, jalouser les autres, hurler, crier, sortir une émotion telle qu'elle soit en négative, c'est qu'il y a forcément une raison à ça. Et effectivement, la comprendre, cette émotion, déjà, c'est juste énorme, quoi. Savoir la comprendre et la canaliser, c'est juste énorme. Et effectivement, on peut faire autant du mal que du bien sans le vouloir, en fin de compte. Le mal, par exemple, par rapport à cette émotion-là. Mais c'est totalement ça. Alors, la suite, donc on a une question de Mike Rib. Quel est le meilleur moyen de se protéger d'une possession ou de squat d'appartement d'un esprit plutôt mauvais ? Alors c'est une large question. Alors, comment se protéger d'une possession, c'est ça en premier lieu ? Oui. Alors, se protéger d'une possession, pour moi, ce que j'en parlais un petit peu au début quand on parlait des exorcismes dans l'émission, c'est que il s'avère que finalement, dans tous les cas de possession que j'ai eu, de personnes en tout cas qui se croyaient possédées et qui venaient me voir, finalement il y a toujours un facteur psychiatrique. Voilà. Alors, psychiatrique ou psychologique. Je ne dis pas que les possédés sont tous des fous. Hein. Je dis juste que il y a finalement, et d'ailleurs j'écoutais l'émission de Daniel Chouchi dernièrement, il en parlait. Il y a toujours un facteur psychologique à l'intérieur d'une possession. Ça veut dire qu'on a toujours un terrain qui est là pour favoriser finalement une faiblesse intérieure, un peu comme quand on se balade et qu'on a notre système immunitaire qui est faible et qu'on va attraper une maladie, on va attraper un esprit ou un envoûtement ou je ne sais quoi. Donc le meilleur moyen finalement de se protéger de la possession, finalement, c'est de maintenir un équilibre psychologique. Et comment maintenir un équilibre psychologique ? Parce que c'est quelque chose d'éminemment compliqué. Le meilleur moyen, me semble-t-il, au-delà même de la prière, qui est une autre chose, au-delà même de la magie, c'est vraiment fondamentalement la méditation. Voilà. On peut s'intéresser à toutes les sortes de choses, que ce soit la religion, que ce soit l'ésotérisme, etc. La méditation ne se remplace pas par la pratique de rituels et de prières. La méditation, c'est quelque chose de complètement différent qui nous apporte finalement de la sanité intérieure, psychologique, et qui nous permet de nous aligner tous les petits non-dits et les éléments comme ça que notre subconscient pense, que notre conscient ne pense pas. La méditation va permettre de les aligner. Et cet élément-là va nous permettre de nous rééquilibrer. Et finalement, plus on va être rééquilibré, moins on va être perméable à la possession. Après, pour répondre vraiment clairement, s'il s'agit d'une véritable, pure possession, voilà, je ne vois pas qu'est-ce qui peut protéger de cet élément-là. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement rare. Voilà, ça n'arrive presque jamais. 99% des personnes qui viennent me voir avec une possession ne subissent pas une possession, mais un envoûtement ou rien du tout. Voilà, ils sont simplement sous le joug d'un déséquilibre momentané psychologique. Et donc, du coup, il s'agit de s'aligner pour pouvoir purifier ça à travers, par exemple, la méditation. Et s'il s'agit vraiment d'un vrai cas de possession, et bien alors là, il faut, je pense, aller consulter. D'accord. Donc ensuite, on a une question de Mireille. Alors, concernant la Kabbale, as-tu un bon livre sur ce sujet à me conseiller ? Ça, c'est intéressant aussi comme question. Complètement. Alors, j'ai 3 livres à te conseiller. Enfin, en tout cas, 3 angles. Le premier angle, je pense, c'est peut-être alors, c'est tout à fait personnel. Il y a plein de gens qui détestent ce livre. Moi, je l'aime beaucoup. C'est La Kabbale pratique de Robert Amblin, qui je trouve un livre vraiment très, très, très intéressant, même si il est détesté par certains ésotéristes. Je trouve qu'il est très bien fait. Il est peut-être un tout petit peu compliqué dans le côté théorique, mais dans le côté pratique, il est extrêmement clair. Il est intéressant. Après, dans une deuxième vision, je verrais à conseiller presque toute l'œuvre de Viria. Voilà, Pierre Laï, si je ne dis pas de bêtises. Son vrai nom, en tout cas, c'est Viria, si vous cherchez sur Internet ou dans une librairie. Viria qui a écrit un grand nombre d'ouvrages kabbalistiques, opératifs et non théoriques, extrêmement intéressants et très clairs, faciles à comprendre. Et en troisième lieu, je vous conseillerais tout simplement les ouvrages de Secheta Publications de Fred McParty. Fred McParty, il a écrit et ressorti des livres qui n'étaient pas connus du paysage français sur la Kabbale et qui sont éminemment intéressés. Peut-être un poil compliqué à comprendre, mais les nouveaux livres sont beaucoup plus simples à comprendre. Donc Fred McParty, c'est intéressant aussi.
D'accord. Alors, question de Jean-Yves. Alors, Jean-Yves nous avoue quand même que c'est la première fois ce soir qu'il est sur le chat d'Arcadie. Donc, Bienvenue. voilà, bienvenue sur le chat, Jean-Yves. D'ailleurs, c'est la même chose pour les amis arcadiens qui découvrent le chat ce soir. Donc, il a une question pour toi. Il nous dit, est-ce qu'on peut faire de la magie pour le climat à l'échelle planétaire ? Alors, bonne question. Oui, sans doute. C'est ce qui est pratiqué dans certaines loges et obédiences qui travaillent sur une forme d'humanisme assez complète. Après, moi, personnellement, je rejoindrais un petit peu Krishnamurti dans sa vision des choses, dans le sens où à quoi bon travailler sur tout plutôt que de travailler sur soi-même. Voilà. Krishnamurti, alors je n'ai plus les mots exacts, je ne suis pas un bon citeur, mais il disait que le monde c'était nous et donc pourquoi pas travailler sur nous-mêmes. Et je pense que finalement le meilleur moyen de travailler sur le macrocosme, donc l'environnement, c'est de travailler sur notre microcosme, donc c'est-à-dire nous-mêmes. Donc je pense qu'on ne considère pas à quel point c'est utile à l'humanité tout entière qu'on soit une bonne personne. Voilà. Et si on envisageait le fait que nous-mêmes, si on travaille sur nous, si on travaille sur nos actes, nos paroles, nos pensées, etc., on a un impact monstrueux sur l'humanité, sur l'environnement surtout. Et pour exemple, j'ai la mère d'une amie qui n'est pas du tout ésotérique, qui est religieuse, etc., qui s'intéresse pas du tout à tout ça, et c'est quelqu'un de fondamentalement bon. Voilà. Et cette personne, elle est vieille, cette mère, elle est vieille. Et on n'imagine pas le nombre de personnes qu'elle a touchées dans sa vie, finalement, juste par sa simple bonté, un peu naïve, un peu idiote, on pourrait voir d'un point de vue ésotérique pour les fanas de lecture, etc. Mais finalement, même sans connaissance, même sans pratique magique, sans rien du tout, eh ben, ça peut paraître tout naïf, tout idiot. Et finalement, cette personne-là, elle a apporté quelque chose d'énorme à l'humanité. Donc pour moi, le meilleur moyen de travailler sur l'environnement, c'est de travailler sur soi-même. D'accord. Alors, avant qu'on passe aux publicités, je vais partager juste 2 questions de Chris Bréa. Donc, la première question, c'est « J'ai reçu du sel consacré. Dois-je l'utiliser pour mes rituels ou le manger, ou les deux? Peut-on, en quelque sorte, double ritualiser avec un même sel ?» Et la deuxième question, il te pose « Que penses-tu d'Eliphas Lévi et sa haute magie et des livres à recommander au niveau de la haute magie ?» Alors Eliphas Lévi, très rapidement, j'en pense que du bien. C'est quelque chose de fondamental, peut-être d'un peu limite. Alors, j'aime pas trop dire ça des vieux ésotéristes, mais limite obsolète dans le sens où, voilà, il faut pas le prendre au premier degré, mais je pense que c'est super. Comme livre, je conseille tout simplement Dogme et rituel de haute magie d'Eliphas Lévi, qui est un de ses livres majeurs. Après, par rapport au sel, j'ai une toute première chose à dire qui est universelle à tout le monde, je pense, c'est déjà qui te l'a donné, voilà. Et donc de faire attention aux choses consacrées que les gens nous donnent. Et quand on est magicien, mieux vaut travailler par soi-même. Voilà. Donc autant consacrer son sel soi-même. Voilà. Après, je sais pas qui te l'a donné. Si c'est quelqu'un de vraiment de confiance, il n'y a pas de problème. Et comment l'utiliser? Il y a mille façons d'utiliser du sel consacré, que ce soit dans l'eau à consommer, que ce soit en répandre dans sa maison, que ce soit dans certains rituels plus complexes. Voilà. Après, moi, j'insiste quand même sur le fait de mieux vaut consacrer soi-même les choses qu'on utilise et encore plus les choses qu'on ingère. Voilà. D'accord. Super, Mandala. Voilà, tout à fait, je suis en train d'écouter avec passion et n'hésitez pas encore à poser des questions si vous en avez quelques-unes. Et c'est vrai que là où je suis d'accord aussi à 100% avec Henri, c'est que au niveau d'Eliphas Lévi, le seul ouvrage à retenir, c'est Dogme et rituel de haute magie, qui est non seulement un ouvrage majeur, mais je crois que c'est le plus accessible aussi et peut-être le plus complet. Je veux dire, si on veut donc découvrir la haute magie à travers donc ce livre-là. Et c'est étonnant que tu en as parlé, Henri, parce que moi aussi, quand je parle donc d'Eliphas Lévi, c'est souvent ce livre-là et uniquement même celui-là que je cite en exemple. Les autres sont déjà plus lourds, plus occultes et plus à dépoussiérer aussi. Par contre, celui-là, je crois qu'il est encore adapté plus ou moins à notre époque contemporaine. Puis, c'est qu'une première approche, on est bien d'accord. Eliphas Lévi, c'est une première approche.
Après, il y a d'autres livres également qui pourraient servir aussi donc de fil d'Ariane dans tout ça, mais tu auras l'occasion d'en parler. Et puis, sans oublier que c'est la pratique, bien sûr, qui prime avant tout. Si vous voulez faire un parcours initiatique en magie, rien qu'avec des livres, laissez tomber, parce que c'est le vécu qui est important. Un musicien aussi, s'il veut faire sa carrière de musicien, rien qu'en étudiant le solfège, eh bien, ça sera jamais un bon musicien. Donc, retenez ça. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants. Donc, juste un petit truc, oui. Là, je voulais remercier Sofiane, parce que Sofiane est adorable. Il a partagé sur le chat le lien de la Cabale pratique de Robert Ambelin, donc livre que Henri a cité tout à l'heure. D'accord. Pour conseil d'un livre. Donc merci, Sofiane. Ah oui, donc si vous voulez des tuyaux, allez sur le chat, il y a des bons liens avec des bonnes choses à télécharger. Donc le chat d'Arcadie qui est dans le menu déroulant, je rappelle, du bouton contact. Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Ben voilà, on a encore un bon petit quart d'heure, si pas plus, devant nous, et on est bien sûr en live dans les portes du mystère avec comme invité de marque Henri Chemin. Bienvenue aux portes du mystère. Alors Alina, je te laisse continuer à te partager des questions. On va essayer d'arrêter quand même vers 3h20, 3h05, 23h10. De toute façon, Henri, c'est passionnant tout ce que tu partages avec nous aujourd'hui. Et j'espère quand même de tout cœur que tu viendras nous rejoindre pour poursuivre cette discussion passionnante bientôt dans une émission débat et libre antenne en live également. Donc un vendredi soir au cours de cette saison, parce que tu sais que tu seras toujours le bienvenu en Arcadie. Les portes du live te sont bien maintenant grandes ouvertes, et je donne donc la parole à Lina pour qu'elle poursuive donc le partage des questions passionnées des auditeurs. On a justement une question de Muriel Lu. Alors c'est une question qui est vraiment géniale. Enfin, c'était toute géniale ce soir, mais celle-ci particulièrement. Elle demande: seul ou en groupe, la pratique magique, que recommandes-tu afin d'évoluer, Henri? Alors, déjà, bonsoir à Muriel qui est une bonne amie déjà, que je crois reconnaître dans le chat. Et donc par rapport à la pratique de la magie seule ou en groupe, la question vraiment est effectivement très importante. Je me rappelle d'une conférence de Fred McParty qui parlait de cet aspect-là, et où finalement je suis assez d'accord sur le fait que la magie, je pense quand même que le fait de la pratiquer en groupe est un passage véritablement quasi obligatoire. Voilà, le fait de pratiquer la magie en groupe, après un groupe, c'est pas forcément 30 personnes, hein, ça peut être 2-3 personnes. La pratique de la magie en groupe nous nourrit énormément et nous permet de travailler d'une façon complètement différente, parce que finalement on a quelqu'un qui nous fait miroir et qui nous oblige à une certaine rigueur. Ça pose certains problèmes aussi en loge, voilà, quand on est carrément en loge, donc que ce soit une loge maçonnique ou autre, ou une loge où on travaille en plus en magie, et ben le fait d'être en groupe, ça va vraiment approfondir profondément la magie. Après, voilà, la deuxième partie de ce qu'il disait justement en conférence, c'est que, et c'est avec quoi je suis d'accord, c'est que la pratique en groupe, finalement, elle nous apporte une rigueur vraiment importante, elle nous apprend plein de choses, mais on ne fait jamais vraiment quelque chose. Voilà. Tout simplement parce que déjà, encore pire, dans une loge où on est un peu beaucoup, voilà, une quinzaine minimum, on va dire, eh ben, on n'est jamais exactement sur le même fil de travail. Et donc, forcément, il y a des déperditions énergétiques. Et donc, du coup, ça va faire baisser la qualité de notre travail magique. Après, voilà, malgré le fait que ça nous apprend des choses, il y a toujours un moment où, finalement, on revient pour notre pratique personnelle à la solitude et au travail solitaire, chez soi, de la magie. Et d'où ce que je disais un petit peu au début, par rapport à l'expérience particulière, la magie, ça reste quelque chose de profondément solitaire. Et quand je dis solitaire, c'est pas seulement que ça se pratique seul, c'est qu'on n'a pas besoin d'en parler aux autres pour dire qu'on a des pouvoirs, etc., etc. Et que, justement, ceux qui parlent beaucoup, sans doute, sont peut-être ceux qui sont les moins efficaces. Voilà. La magie, c'est quelque chose de solitaire, de secret, qui se garde dans son monde intérieur.
Voilà comment je peux répondre un petit peu à cette question. Je suis d'accord avec toi aussi. Henri, as-tu juste un petit commentaire pour dire que je le dis souvent également aux auditeurs qui m'écrivent dans Code Mantica, par exemple, que la magie, c'est quelque chose qui fait partie de son petit jardin secret. On peut en parler si on veut, mais si on veut pas d'abord se faire juger ou si on se veut pas vu du mauvais œil. Et puis ça aussi, je reviens toujours a fait cette notion symbolique d'Alice au Pays des Merveilles, qui à partir du moment qu'elle dévoile des choses vers la fin donc de l'histoire, tout son monde s'écroule. Et donc je pense que si l'univers nous apprend des choses, c'est pour les garder dans notre j'ai un secret. Ça veut dire que nous on est prêts à les recevoir, mais les autres peut-être pas encore. Complètement, je suis d'accord. Alina, je sens que tu cherches. Oui, excuse-moi, en fait je suis en train de discuter sur le chat. Il y a Alain qui nous a rejoint sur le chat et qui a une question pour Henri. Sinon, j'étais perturbée. Alors, ça m'arrive pas souvent. Alors, parce que la question d'Alain est très, très pertinente, je trouve. Est-ce que la magie a une limite en dehors des connaissances? Et est-ce que l'on peut faire tout ce que l'on veut avec la magie? Et j'étais en train de répondre à Alain en lui disant que j'allais diffuser la question en direct. Alors, est-ce qu'on peut faire tout ce que l'on veut avec la magie? Je pense que oui. Voilà, je pense que oui, complètement. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Quand j'entends ce qu'on veut, c'est aussi bien des choses maléfiques que des choses bénéfiques, que des choses controversées, comme le fait de gagner au loto et compagnie, voilà, où on ne sait pas vraiment la frontière du bien et du mal. Voilà, je pense qu'effectivement, on peut vraiment tout pratiquer avec la magie, mais qu'il n'y a pas grande crainte à avoir, finalement, de l'enseignement de la magie, de l'ouverture de la magie au monde public, parce que tout simplement, c'est quelque chose d'éminemment compliqué. Ça reste quelque chose qui ne s'apprend pas dans un livre ou sur un forum sur Internet, etc. Il faut donner beaucoup de soi dans la pratique pour réussir à avoir des effets. Voilà, c'est facile de faire des rituels, mais avoir des effets, c'est extrêmement compliqué. Et donc voilà, c'est même pas finalement la connaissance, finalement la limite de la magie. La limite de la magie, pour moi, c'est l'expérience, qui est l'élément le plus difficile à tenir tout au long de sa vie. Continuer d'expérimenter pour de vrai la magie, voilà, et ça fait un petit peu la différence finalement entre ceux qui sont des grands théoriciens et qui parlent beaucoup de citations d'auteurs et compagnie, et ceux qui pratiquent véritablement la magie. Et après, à partir du moment où on pratique véritablement la magie, là, il n'y a plus de limite, je pense. Merveilleuse réponse, Henri. Alors, c'est juste hallucinant. On a un auditeur qui vient du Kenya, qui se nomme Thalassa, à qui on fait plein de gros bisous, parce que je crois bien que c'est la première fois, Thalassa, que je te vois sur le chat. Alors, bienvenue à toi. Et il a une question assez originale. Il est vrai que j'ai encore jamais eu cette question-là de mon côté. Et il te demande, est-il possible de pratiquer en groupe par l'intermédiaire d'Internet? Et il cite WhatsApp comme exemple. Alors oui, bon voilà. Effectivement, c'est une question enfin, c'est un thème qui revient en ce moment. Voilà, je connais même une loge qui ne se réunit que par Skype. Voilà. C'est une loge Golden Dawn qui se réunit par Skype. Bon, finalement, peu importe, bon, ça peut nous choquer parce que c'est technologique, donc ça paraît absurde, etc. Non, voilà, il y avait beaucoup de cercles qui pratiquaient la magie par courrier, voilà, de façon épistolaire. Par exemple, je pense à la Rose-Croix du XVIIIe siècle, la Rose-Croix allemande, la Rose-Croix qu'on connaît aujourd'hui, cette Rose-Croix qui travaillaient de façon avec des membres isolés qui étaient chacun à un bout du monde et qui coordonnaient leur rituel uniquement par courrier. Donc effectivement, pourquoi pas Skype? C'est encore mieux finalement, parce qu'on est au moins coordonné au moment où on est en train de travailler. Tout à fait. On peut travailler la magie par des moyens modernes. Après, le seul problème que je vois, c'est très concret, c'est que tout simplement, finalement, on condense l'énergie de l'égrégore en des endroits différents. Donc voilà, ça veut dire que si vous avez un praticien qui est à Paris, qui est au Kenya, qui est au Canada, et ben vous allez diviser le potentiel énergétique de l'égrégore entre 3 lieux. Voilà. Donc vous allez diminuer l'énergie. Non pas que l'espace existe dans le monde énergétique, mais c'est plus par rapport au niveau des personnes qui ne sont pas en cohésion parfaite au moment de la pratique magique. Donc ça va diminuer l'effet pour moi. Le meilleur effet reste quand même quand on est tous au même endroit au même moment. Après voilà, par exemple, quand on pense à la fraternité de lumière de la Société théosophique, et ben voilà, ils ont amené une prière universelle que tout le monde pratique à une même heure, à un même moment dans le monde entier, et ben finalement ça crée même un plus énergétique.
mais il faut vraiment être beaucoup pour faire ça et être très expérimenté. Et puis, moi, j'ai envie de te poser une question, et c'est maintenant la question que je vais poser à tous mes invités quand je vais faire des interviews, ou même les portes du mystère. Henri, eh bien, c'est très simple. Tu vas te regarder dans le miroir, et tu vas nous dire ce que tu vas répondre à Henri du passé, Henri débutant, et nous dire ce que tu peux dire à Henri du futur concernant ton cheminement. Alors, c'est Henri du futur qui parle à Henri débutant, c'est bien oui, ça? Tout à fait. Oui. D'accord. Alors donc, oui, tu m'as parlé de cette question qui est compliquée, un petit peu avant le live. Oui. Donc, je voulais te préparer émotionnellement, tu comprends? C'est gentil. Donc, si je devrais m'adresser à moi, jeune apprenti dans la magie, je ne saurais pas trop quel conseil me donner parce que je trouve que la vie est très bien faite. Si je veux parler très personnellement, les choses ont été d'une extrême simplicité et d'une extrême clarté pendant des années et des années. Les choses se sont compliquées plus il y a 3 ans maintenant, finalement, pour moi personnellement, magiquement, où les choses sont devenues moins claires. Voilà, concrètement, est-ce que j'avance? Est-ce que je suis dans la bonne direction, etc. Je m'étais jamais posé cette question dans ma vie et je me la pose maintenant depuis 3 ans, très précisément. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et finalement, je réfléchis à ça tous les jours depuis 3 ans. Et j'en parlais dernièrement, au cœur d'un problème finalement que je rencontrais. Et je me disais finalement, ce que j'ai perdu il y a 3 ans, c'est que j'ai commencé à semer le doute à l'intérieur de moi-même. Non pas le doute dans la croyance de l'élément divin, ça, il n'y a pas trop de problème. C'est plus le doute en l'humanité. Voilà. Le fait de commencer à douter des personnes qui sont autour de nous et de commencer à regarder leurs défauts, leurs méchancetés, etc. et à se dire il faut se renfermer, etc. Il faut pas laisser les gens négatifs autour de soi et compagnie. Et finalement, le conseil que je donnerais, c'est de continuer toujours exactement comme j'ai commencé il y a des années, c'est-à-dire en voyant la plus-value, l'apprentissage, le message de Dieu, puisque c'est ma vision personnelle, c'est très personnel, de continuer d'être persuadé que le seul moyen d'entendre Dieu véritablement, ça n'est pas dans la prière, ça n'est pas dans la méditation, c'est pas dans les rituels, c'est pas dans les livres, c'est nulle part. C'est pas les grands penseurs ni les livres saints qui vont nous l'enseigner, c'est entre les lignes de ce que les gens du quotidien nous disent. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument pas fuir son entourage, qu'il soit négatif ou positif, qu'on ait des doutes sur lui ou non. C'est lui qui a les enseignements de sagesse à nous transmettre. C'est à travers la bouche des personnes qui nous entourent que Dieu murmure son message, selon moi. Et donc, mon message à moi-même, et ça tombe très bien, cette question finalement à ce jour où les choses se clarifient un petit peu pour moi, c'est de continuer de bien écouter ce qui est dit entre les mots des personnes de mon entourage, sans les juger. Merveilleuse réponse. On sent que tu es bien sage, Henri. Il y a encore voilà, donc, oui. Il y a encore à faire, je disais. Oui, oui, toujours. On évolue toujours avec le temps, bien évidemment. Alors, Henri, pour information, je sais que tu le sais, mais peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais demain matin, dans les news d'Arcadie, il y a les mystères de l'initiation. Tout à fait. Et tu invites... oui, très nombreux. Et tu invites très régulièrement, en fin de compte, qu'on te rejoigne après les mystères de l'initiation sur un live Facebook. Donc là, je profite que tu sois là ce soir pour en parler aux auditeurs. Voilà, de venir sur le live Facebook d'Henri parce qu'en fin de compte, il fait une continuité de la thématique des mystères de l'initiation en répondant à toutes vos questions concernant le thème. Donc là, demain, le thème, ça va être donc les plantes sorcières, comment se connecter aux plantes. Et tu as aussi parlé de la mandragore et des potions. Tout à fait, tout à fait. Et donc oui, effectivement, je serai en live juste après l'émission, peut-être pas aussi longtemps que d'habitude, pendant une petite demi-heure sur Facebook pour répondre à toutes les questions et échanger avec les auditeurs. Donc voilà, donc c'était vraiment une super émission. On te remercie très sincèrement, Henri, pour ces 2 heures passées en ta compagnie, à te découvrir. Parce que là, ce soir, on a appris quand même plein de choses que moi-même, je ne connaissais pas, de ton parcours et de ta vision aussi de la pratique. C'est juste énorme. C'est moi qui vous remercie tous les deux et puis aussi toutes les personnes qui sont venues nous écouter ce soir.
Tiens, Henri, une dernière question avant l'émission. S'il y a des auditeurs qui veulent te contacter, est-ce qu'il y a moyen par Facebook ou est-ce que tu as un endroit où ils peuvent te retrouver facilement pour te poser des questions en privé ou même pour prendre contact avec toi? Parce que je sais que tu gères une école aussi. Donc, pour terminer l'émission, tu as envie de dire quelques mots sur l'école de haute magie dans laquelle tu es quand même très impliqué. N'hésite pas, tu as l'antenne à toi. Et puis, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup d'auditeurs un peu plus timides qui n'osent pas être sur le chat, mais qui m'ont fait des petits coucous par mail pour dire qu'ils nous écoutent donc sur leur Smart TV, aimerait bien te contacter donc hors antenne, en privé, et demander si c'est un moyen de te contacter via Facebook ou quoi que ce soit. J'ai pas répondu à ta place parce que c'est à toi de voir ce que tu as envie de leur donner donc comme réponse. Alors, pour me contacter en fait, il y a une personne qui s'occupe de mon community management, donc des réponses sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter par Facebook, c'est sûr. L'idéal, ça reste quand même de passer par le site de l'école directement, academy-emi.org, où là, il y a vraiment quelqu'un qui est quasiment perpétuellement présent pour prendre les messages et où je prends le temps systématiquement de prendre contact avec les personnes. Alors que par les réseaux sociaux, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et donc, Mandala me demandait de dire 2 mots sur l'école. L'école, c'est l'école de Mystère International, l'EMI, donc Académie EMI, qui enseigne depuis 2012, donc je ne sais plus combien de temps ça fait 7 ans, quelque chose comme ça, 7-8 ans, les sciences occultes, donc tant la Kabbale, la clairvoyance, la talismanie, la haute magie et compagnie, de façon pratique avant tout, comme je vous l'expliquais pendant l'émission, de façon pratique et théorique, à travers des séminaires qui ont lieu à Paris, à Lyon, à Bruxelles, à Genève et à Londres. À Londres aussi, à Londres. Ouais, on a ouvert l'antenne, on a fait le premier séminaire le mois dernier. Énorme, Henri. Voilà. Alors, je peux témoigner d'une chose concernant ton site sur ton école de magie. J'y suis allée il y a quelques semaines de ça et j'étais très surprise parce qu'effectivement, il y a bien quelqu'un qui est là constamment. J'étais là, j'étais en train de me balader sur ton site et tout ça. Je découvrais de nouveau parce qu'il a été modifié tout récemment. Il est de nouvelles couleurs et tout ça. Et je me suis dit, tiens, mais il y a quelqu'un qui me parle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était génial. S'il nous écoute, je le remercie pour son travail parce qu'effectivement, il est très souvent présent. On lui fait plein de gros bisous. Hein. Voilà. Je lui dis, c'est Alina, je me balade sur le chat. C'est vrai que le site a fortement évolué. On va petit à petit quand même dire au revoir aux auditeurs. Alors je vais peut-être commencer par moi, à remercier Henri Chemin pour sa présence donc dans le premier live qu'il a fait donc depuis qu'il est en Arcadie, donc les portes du mystère, où il a eu l'occasion de se présenter, de parler de son parcours, de son univers, de sa conception de la magie et aussi peut-être de donner quelques astuces en répondant aux questions des auditeurs. Et puis j'espère, Henri, de tout cœur que tu reviendras nous rejoindre en live pour une émission peut-être débat et libre antenne qui pourrait toujours être sur le thème de la haute magie ou de l'initiation, peu importe. Je sais que c'est un sujet qui t'est cher à cœur ou même autre chose. Hein. Tous les sujets sont bien sûr bienvenus dans les portes du mystère. En tout cas, un grand merci à toi, dit Henri, d'être là ce soir et surtout donc au plaisir non seulement de te réentendre en podcast, parce que je sais que dans les news Arcadie, on te retrouvera tous les mois, mais aussi au plaisir donc de te retrouver dans une de nos prochaines émissions en live, donc les débats libres antenne. Et je donne la parole à Lina et tu sais pas qui va terminer l'émission, Henri, tout seul. Donc je donne la parole d'abord à Lina pour qu'elle dise aussi donc un petit au revoir aux auditeurs et peut-être qu'encore 2-3 mots sur demain, donc le podcast de toi et d'Henri. Donc je reviens plus sur le nom de l'émission, les chemins de l'initiation. Voilà, ça m'est revenu, donc les chemins de l'initiation. Les mystères de l'initiation. Au fait, je me trompe toujours dans le nom parce que c'est Henri Chemin et donc je dis les chemins d'initiation à cause de ça. C'est vrai, c'est les mystères d'initiation. En plus, je vous ai fait un jingle, donc je devrais le savoir. Oui. Et en plus, c'est Henri qui a choisi le nom de l'émission, donc c'est magnifique. J'adore. Qui est très bien. Alors, je voulais juste remercier. Voilà, ce soir, on a eu énormément d'Arcadiens et d'Arcadiennes présents sur le chat. Donc, je tenais vraiment à vous remercier parce que franchement, les amis, c'était une magnifique soirée. On a appris plein de choses sur Henri. Ça vraiment, le chat a carburé ce soir. Je tenais à remercier aussi Monsieur Relax. Alors, Monsieur Relax, c'est l'un des responsables
du site qui s'appelle clickchat.com. C'est sur ce site-là, en fin de compte, qu'on a décidé de poser nos bagages pour créer le chat d'Arcadie. Et je tenais à le remercier parce que voilà, on a un super site pour pouvoir faire le chat. Et donc, on le fait plein de bisous à Monsieur Relax. Et donc, je tenais aussi à remercier donc Alain, Camille, Corinne, Eyamus, Freya, Géraldine, Kate, Luna, Marie Eran qui est parmi nous, on lui fait plein de gros bisous, Mireille, Muriel, Sophienne, sorcière Sacha, Thalassa, No Parsem, Lupinedo Pseudo. Alors c'est compliqué là, c'est un peu compliqué. Et tous nos Arcadiens qui sont passés, qui sont repartis, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie vraiment d'avoir été là ce soir à débattre sur le sujet, sur la thématique du parcours de Henri Chemin. Et c'est mon tour de déjà remercier Mandala pour sa proposition pour un prochain live sur une autre émission et Alina avec qui maintenant on fait un duo sur les émissions de Radio Arcadie. Et j'en profite pour faire un bonjour tout particulier à Muriel et à Caroline qui sont en live et qui nous écoutent, qui sont des amis, et à vous tous qui êtes venus nous écouter ce soir. Et si je pouvais dire juste un tout petit dernier mot sur l'angle finalement de la haute magie qu'on a traversé un petit peu ce soir, finalement, pour moi, l'élément le plus important sur lequel il faut se tourner, c'est le fait de n'avoir aucune crainte par rapport à ce qui est naturel. Et la magie est quelque chose de fondamentalement naturel dans laquelle on peut plonger abondamment, et du moment qu'on continue de garder la personne que l'on est intérieurement, qu'on n'a pas de peur, etc., on ne fera pas de mal et on ne recevra pas de mal. Et donc voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt. À bientôt Henri, merci à vous deux donc pour cette superbe émission. Alina, à bientôt aussi. Donc on te retrouve en podcast demain, Alina, dans les news d'Arcadie, et Henri aussi. Belle soirée à tous et à toutes. Merci d'avoir été très nombreux ce soir à écouter donc des Portes du Mystère, émission qu'on pourra bien sûr réécouter de manière ultérieure en podcast sur Arcadie TV. C'était donc les Portes du Mystère avec Alina de Brocéliande, Henri Chemin et Mandala Chakra. Bienvenue aux Portes du Mystère. Les portes du mystère. Les portes du mystère s'ouvrent en Arcadie.